Dimitri Pavlenko. Europe 1 2022, les deux finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront évidemment sur le terrain encore ce jeudi. Emmanuel Macron se rendant au Havre, dans la ville de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec plus de 30% des suffrages, carte postale à gauche, pour tenter de rallier à lui le maximum de ses électeurs qui, dit-on, feront le résultat au soir du second tour. Marine Le Pen, elle sera en meeting à Avignon. Drôle de déclaration de Marine Le Pen d'ailleurs hier lors de la présentation de son programme diplomatique. Elle prône un rapprochement OTAN-Russie, sitôt réglé la guerre en Ukraine par un traité de paix. Bon, elle met peut-être un peu la charrue avant les bœufs. On se posera la question ce matin également avec nos trois éditorialistes. Est-ce que Marine Le Pen n'a pas déjà perdu? On en parle avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dimitri. David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Dimitri. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Je commence avec vous. Alors cette question, Marine Le Pen a-t-elle déjà perdu? Certains la trouveront peut-être provocante, mais tout de même, les appels à voter contre elle se multiplient. Les sportifs, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, ATD de Carmonde, 7 obédiences maçonniques dont le Grand Orient de France ce matin. À Toulouse, la présidente de la région Occitanie organise un rassemblement le 21 avril, je cite, de tous ceux qui ne veulent pas de Marine Le Pen au pouvoir. Il y a l'appel aussi de cette présidente d'université envoyée à tous ses étudiants. Comme le front anti-républicain, le barrage contre Marine Le Pen commence à prendre un peu de hauteur là. Il y a plusieurs choses. Déjà, en effet, la présidente d'université, par exemple, apparemment, on s'affranchit même des lois quand il s'agit de voter contre un candidat élu au second tour de la présidentielle. C'est quand même hallucinant que ça ne fasse réagir personne. J'imagine les réactions si c'était l'inverse. Imaginez un président d'université qui appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Là, je pense qu'on le prendrait assez différemment. C'est la première chose. Donc, tout ne se vaut pas. Il y a des gens qui librement appellent et expliquent pour qui ils vont voter et appellent les gens à voter de la même manière. Bon, très bien. Il y a des gens qui devraient s'abstenir de le faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit un front républicain quand même, on peut constater qu'il se délite. Parce que là, en effet, on a beaucoup d'élites ou d'institutions qui appellent à faire barrage à Marine Le Pen. On n'a plus les manifestations dans la rue, ça ne génère plus du tout la même mobilisation, on va dire, populaire. Et ça risque d'aggraver encore un peu plus l'absence d'analyse de la progression de ce vote. On a analysé les chiffres, on a analysé l'abstention, on a analysé le score de Marine Le Pen, on a analysé ce qu'elle peut faire et quels peuvent être les reports de voix. Il y a une seule chose qu'on n'analyse pas, c'est la progression du vote Front National puis Rassemblement National depuis des années. Or, si, il y a quelques soutiens d'Emmanuel Macron qui nous ont dit on entend la colère, on entend la détresse. Mais au-delà de la détresse, il y a quand même un message qui est envoyé, message qui par ailleurs sur certains sujets est partagé avec aussi les 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la seule chose qui semble n'intéresser personne dans cette campagne. Donc on peut se dire est-ce qu'elle a déjà perdu? Oui, non, j'en sais rien en fait, je ne sais pas parce que je ne vais pas deviner le résultat. Aujourd'hui dans les sondages, en effet, il semble que ce soit difficile, mais je pense que l'analyse politique serait plus intéressante que les quelques commentaires de l'un et de l'autre d'ailleurs dans cette campagne qui me semblent être des sujets assez anecdotiques par rapport aux enjeux. David Revaud-Dallon. Alors difficile dans les sondages, oui, mais c'est quand même par rapport à votre réflexion infiniment plus serré. On n'est pas dans la marge d'erreur, mais presque. Bon, sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien ce matin, 55% pour Emmanuel Macron, 45% pour Marine Le Pen, 10 points. Vous en avez quand même, par exemple, vous avez l'IFOP 53-47 qui a 53-47 après avoir été parti dimanche soir. Alors certes, c'était dimanche soir, c'est le soir du premier tour, mais de 51-49. Bon, après, il y a aussi des dynamiques de campagne, il y a aussi des faits de campagne, des éléments extérieurs, exogènes, un fait divers qui peut intervenir. Mais alors, comment vous regardez la dynamique depuis lundi? Parce que moi, j'observe effectivement aussi que la presse, quand même, a choisi son futur président, quand même, on peut le dire. Je pense que c'est pas faire injure à la profession que de le dire. Mais je constate qu'effectivement, le barrage, le Front républicain, dont on expliquait qu'il était mort depuis 10 ans, et c'était un peu vrai, c'était surtout vrai du point de vue des appareils politiques, en réalité, existe encore du point de vue des institutions que vous venez de citer, du point de vue des candidats battus du premier tour. La vraie question, c'est est-ce que l'électorat va suivre? Et ça, on n'en est absolument pas sûr. On sait que de moins en moins, l'électeur est enclin à suivre les consignes de vote, surtout si leurs candidats ont été battus au premier tour. Moi, je pense que
évidemment dans la pêche au gros à laquelle se livrent à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour tenter de rattraper l'énorme écart, même s'ils ont tous deux fait des bons scores au premier tour, l'énorme écart qui les sépare de 51% de la majorité de Français au deuxième. Oui. Ben là, c'est vraiment la pêche au gros. On utilise absolument tous les filets, chacun dans son style. Emmanuel Macron toujours un petit peu plastique, avec capable de passer d'une proposition à une autre, puis de revenir un peu sur ce qu'il avait précisé la semaine précédente, ça, ce qui pose peut-être un petit problème de sincérité. Et alors Marine Le Pen, elle, son gros problème, c'est toujours le même, c'est la présidentialité. Et effectivement, là, vous avez raison, Dimitri, je trouve que la séquence diplomatique, vous savez, une séquence diplomatique, une question internationale, elle ne fait jamais une élection. Sauf que là, pour la première fois, on a une guerre qui a éclaté à 2 mois du premier tour, à 2000 km de Paris. Et là, ça change la donne. Et moi, je trouve que Marine Le Pen, elle s'est quand même livrée sur ses fondamentaux, c'est-à-dire sur le couple franco-allemand, sur la relation avec l'OTAN, sur la relation avec la Russie, à des exercices artistiques de figure libre, alors qu'on est quand même dans un moment où la guerre en Ukraine a terrorisé les Français, a jeté une chape d'angoisse sur toute l'Europe, sur toute la France. Et moi, je trouve que c'est compliqué de se lancer dans ce type de proposition. Celle que vous évoquiez tout à l'heure, on explique qu'on va se réconcilier avec la Russie. Dès qu'il y aura un cessez-le-feu, c'est un peu ce qu'elle explique. Oui. Je crois que là, il faut quand même laisser un petit peu le temps aux Européens et aux Français de digérer la situation. À mon avis, il a pris beaucoup de risques. Jean-Christophe Gallien, les deux questions peut-être. Alors à savoir, est-ce qu'effectivement, on peut dire qu'elle a commis quelques erreurs depuis lundi et que quelque part, la défaite pour elle se profile déjà et que tout est fait, tout est mis en œuvre quelque part pour qu'elle perde? Moi, je ne serais pas aussi radical que ce que vous dites là, ce que vous exprimez. Moi, je trouve ce qui est d'abord, premièrement, très impressionnant, c'est le fait qu'on a comme une campagne inversée. C'est-à-dire, c'est comme si le tenant du titre faisait une campagne de challenger et que le challenger faisait une campagne de tenant du titre. C'est-à-dire que les tonalités sont étonnantes. Et d'ailleurs, les environnements des deux, vous avez dit les supporters et la dynamique de supporters, elle est chez Emmanuel Macron avec des gens qui tirent à boulet rouge. Vous parliez de vos collègues de la presse. Charlotte, tout à l'heure, quelque chose que je n'avais pas vu, et heureusement que je ne l'avais pas vu parce que c'était triste à mourir. Un des titres, le Nouvel Obs, qui, sincèrement, même quand on fait des campagnes, j'en fais, où on invente des médias un an auparavant qui sont censés tirer une fois révélés sur l'adversaire qu'on promeut, jamais on n'oserait écrire ce qui a été écrit. C'est-à-dire, en gros, que si Marine Le Pen était élue présidente, eh ben, elle enverrait le nucléaire sur les États-Unis ou sur des pays alliés de l'OTAN. Donc on est quand même dans quelque chose de très agressif, très violent d'un côté, très challenger, et de l'autre côté, ce qui m'étonne, c'est qu'on est comme dans un plat depuis le début. Alors vous dites effectivement qu'il y a eu une version. Et moi, je trouve que c'est une version de la diplomatie et de la géopolitique. Et si vous regardez la réalité des relations de la France à l'Allemagne, ce qu'elle exprime, à l'intérieur de l'Europe, si on se balade un peu en Europe, si on va en Pologne, si on va en Roumanie, si on va en Tchéquie, si on va en Hongrie, si on va en Grèce, si on va en Italie, si on va en Espagne, beaucoup de gens le racontent et ils ont raison. Quand on vit à Bruxelles, comme de temps en temps j'y vais, je peux vous raconter que le couple franco-allemand, ça fait depuis 2004 qu'il n'existe plus, sauf qu'il n'y a qu'ici, sur la planète Paris, où on croit que ça peut encore exister. Donc il y a des éléments, il faut prendre garde. Alors par contre, David a tout à fait raison. Aujourd'hui, est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est performant? C'est toujours dans cette idée, je veux m'affirmer comme étant autonome présidentiel. Et aujourd'hui, c'est un acte de vente. Il faut qu'on soit très lisible, très simple. C'est-à-dire que l'action présidentielle des 15 derniers jours, c'est, oui, j'ai des acheteurs en face de moi, il faut qu'ils m'achètent. C'est dangereux, si vous voulez, à un moment donné. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Un coup, je te négocie la retraite, c'est pas 64, on va faire 63, c'est d'accord. Si tu veux 62, je te la fais 62, la proportionnelle. Vous la vouliez complète, intégrale. Allez, vas-y, ça peut vous faire plaisir. Et tout ça sur un volume électoral, un marché électoral qui est prêt peut-être à acheter ça. Alors, c'est peu lisible, mais en même temps, ça fait des produits à prendre. De l'autre côté, on est presque trop, si vous voulez, déjà installé. La bataille n'est pas finie. Et c'est là, peut-être, dans ce sens-là, où votre question est juste. On n'a jamais gagné, et donc on a perdu si on pense qu'on a déjà gagné. Attendez, vous me la refaites, là, j'ai pas besoin de... On n'a jamais gagné, et on a plutôt perdu quand on pense qu'on a gagné. Alors, le son de tout ça, c'est que, évidemment, dans un entre-deux tours, on simplifie le message, et évidemment, on caricature l'adversaire. Mais quand même, la question de la stratégie politique, quelle est celle aujourd'hui d'Emmanuel Macron ? Quelle est celle de Marine Le Pen? On a l'impression quand même, je vous aide un petit peu, Charlotte. Sympa, merci. Celle de Marine Le Pen, elle joue beaucoup sur la réactivation du clivage du référendum de 2005. Comment dire, le bloc populaire contre le bloc élitaire. Et ça se décline ensuite sur le thème de l'Europe, sur le thème des retraites, sur le thème du pouvoir d'achat, etc., etc. Sur tous les thèmes, et en effet, elle reprend cette rhétorique-là. Pourquoi? D'abord parce que
elle l'a adopté depuis longtemps. En effet, sur l'existence de ces deux blocs qui remplaceraient le clivage droite-gauche, c'est vraiment sa théorie depuis très longtemps. Et d'autre part, la réactivation, ce dont on parlait tout à l'heure, du front républicain du côté des élites et pas du côté du peuple, tendrait à lui donner quand même un argument de poids. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui la rejoignent au-delà justement du clivage qui a été longtemps celui de l'extrême droite contre le reste de l'échiquier politique. Et aujourd'hui, dans le bloc populaire, ce qu'elle appelle le bloc populaire, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à passer d'un côté ou de l'autre et qui ne reprennent pas du tout les arguments qui sont repris par, en boucle, les sportifs, les médias, les loges maçonniques et je ne sais qui. Donc il y a quand même ces deux blocs qui existent et ça lui donne plutôt raison, la manière dont elle est traitée dans le débat public depuis quelques jours. Maintenant, la stratégie d'Emmanuel Macron à l'inverse... Vous pensez qu'elle en tire bénéfice ? Bah ça, je sais pas, on verra. Hein. Elle en tire bénéfice. En fait, le truc qu'on peut se poser, c'est peut-être échapper aux 2 semaines entre le premier et le deuxième tour et se dire que s'il y a bien une chose dont elle tire bénéfice, c'est de sa stratégie depuis quelques années. Elle est aujourd'hui au second tour. On l'a donnée morte il y a 5 ans, morte il y a 6 mois, morte il y a 3 semaines. Et elle est là au second tour avec des scores qui sont quand même assez incroyables par rapport à la détestation qu'elle génère parmi les élites. C'est quand même factuellement observable. Alors, on a parlé hier à ce même micro, on a expliqué qu'il y avait quand même 2 référendums qui s'organisaient là, l'un anti-Macron, l'un anti-Marine Le Pen, avec des haines pratiquement parfaitement symétriques. Voilà un peu la dynamique de cette campagne qui est quand même assez lourde, assez tendue. Je voudrais qu'on passe un peu aux news aussi de la campagne. David Revaud-Dallon. Et alors, il paraît que j'allais l'appeler Emmanuel Borne. Non. Elisabeth Borne, ministre du Travail, serait sur les rangs peut-être pour Matignon en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Vous avez des informations des noms qui circulent en Macronie. Je crois que ce qui est normal à 10 jours d'un premier tour, c'est qu'on soit en pleine épidémie de name dropping, c'est classique. En réalité, je crois que en Macronie, personne ne le sait à part le principal intéressé et son double, c'est-à-dire son secrétaire général Alexis Collère, qui se verrait bien ministre, qui échange. Mais voilà, évidemment, Elisabeth Borne, profil assez cohérent avec les résultats de ce premier tour, puisque si on veut faire un petit virage à gauche après une campagne à droite, on pourrait envisager que voilà, c'est une ministre sociale, etc. Donc je reviens juste sur le point précédent, parce que effectivement, Emmanuel Macron, il a parlé d'un combat projet contre projet. En réalité, oui, il y a 2 projets bien identifiés, effectivement, sans doute les plus clivés qu'offraient tous les candidats de ce premier tour. On connaît, on va pas refaire le film ici, l'un dirait progressiste contre nationaliste, les autres patriotes contre mondialistes. En réalité, vous avez raison, ce sont 2 référendums et c'est rejet contre rejet, plus que projet contre rejet. Vous avez Marine Le Pen qui mobilise, effectivement, qui tente de mobiliser les classes populaires et au-delà, tous les anti-macronistes, et Dieu sait qu'il y en a eu qui se sont déclarés avec force et bruit pendant ce quinquennat. Puis de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui organise, qui se place au centre de l'organisation d'un traditionnel référendum anti-Le Pen, anti-extrême droite, qui a pris les formes que l'on sait et qui finalement continue à fonctionner du moins dans les appels, dans la communication, dans les institutions, pas forcément dans le vote, ça on le verra. Le paradoxe ou l'ironie de l'histoire, c'est que finalement tous les deux sont en chasse sur les mêmes terres électorales, on chasse le vote populaire, le vote de gauche, le vote Mélenchon. Et le vote Mélenchon, les gens qui ont mis un bulletin insoumis dans l'urne, ce sont précisément les gens qui détestent le plus à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour des raisons différentes. Donc, d'où ce match un petit peu effréné où chacun essaye de puiser dans les mêmes réserves électorales, mais chacun avec son style. On les a un peu décryptés à l'instant. Joli résumé. Le mot de la fin est Jean-Christophe Galléen. Moi, je pense que c'est pas de rejet. Il y a sur les 4 fronts qui sont exprimés au premier tour. 4, oui, l'abstention. Ah oui, l'abstention. Les métropolitains gagnants de la mondialisation, la France créolisée, et puis une forme de France qui est la réplique de Trumpland américain. C'est une Trumpland française et malheureusement il y en a 2 qui sont à côté, mais il y en a 2 qui s'affrontent. C'est pas vraiment que du rejet. Ne croyez pas que c'est que du rejet. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond. C'est pas ce qui est en train de se passer, si vous voulez. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Il y a une vraie opposition entre ces 2 France. Et c'est pour ça que ça se jouera pas simplement dans la présidentielle deuxième tour. Vous allez avoir évidemment législative, tout le monde le dit, mais ça sera une autre nature. Et puis je crois même que ce qui se passe, si vous voulez, cette violence que vous décrivez très bien, ce rejet des uns et des autres, mais 2 France qui s'affrontent, c'est vraiment ça. Je le redis, les 2 autres sont toujours autour. Et pour l'instant, on verra bien
des deux France prendra celle des créolisés et celle de l'abstention. Vous imaginez si on fait la proportionnelle intégrale avec ça? Avec ça, voilà, on va bien s'amuser. Très bien. Merci Jean-Christophe Gallien, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Merci à tous les trois. Bonne journée.